Sam Giancana était le gangster le plus flamboyant de son époque, lorsque le crime organisé atteignait son apogée. Il surpassait même Al Capone en termes de pouvoir et d'influence, et était une véritable figure de proue. Avec une petite amie célèbre dans le monde du showbiz et des amitiés avec des stars comme Frank Sinatra, Giancana aimait vivre sous les feux des projecteurs. Il appréciait la grande vie et ne se cachait pas. Il possédait des millions et avait littéralement le pouvoir de vie ou de mort. Un simple regard glacial de sa part pouvait vous terroriser. Le contrarier signifiait risquer sa vie. En contribuant à l'élection d'un jeune président intègre et en s'impliquant dans les opérations clandestines de la CIA, Giancana a vu sa carrière devenir un mélange explosif de mafia et de politique. Sa poursuite représente l'ultime confrontation entre l'État et la mafia, avec un chapitre final marqué par l'un des assassinats les plus notoires de l'histoire de la mafia. Sam Giancana a appris son métier auprès des principaux exécutants d'Al Capone. Il excellait en tant que chauffeur, transportant les tueurs vers leurs cibles et échappant aux forces de l'ordre. Il a maîtrisé l'art du prêt d'argent et de la collecte des intérêts. Ses accès de colère étaient si violents que ceux qui l'entouraient doutaient de sa stabilité mentale. Il était notoirement violent, comme beaucoup dans le Chicago Outfit, prêt à tuer en un clin d'œil. Dès l'âge de 18 ans, Giancana fut accusé de meurtre, mais échappa à la condamnation. Pour la mafia, la plus grande force de Giancana résidait non pas dans sa violence, mais dans son talent pour générer de l'argent. C'est lui qui a terrifié le syndicat des électriciens pour que chaque machine à sous de Chicago rapporte à la mafia. Sous sa supervision, des millions de dollars affluaient des casinos de Las Vegas et de Cuba. En 1957, à 49 ans, Sam Money Giancana était devenu le chef du Chicago Outfit. Giancana était le chef criminel le plus puissant de l'histoire des États-Unis, avec des influences s'étendant à la police, aux tribunaux et au monde des affaires de Chicago. Mais alors qu'il atteignait le sommet de son pouvoir, le gouvernement déclara la guerre au crime organisé. Un jeune avocat ambitieux, Robert Kennedy, s'engagea à le faire tomber, lui et ses semblables. Le monde souterrain de la nation reçut une attention médiatique indésirable lorsque la sous-commission d'enquête du Sénat entama de nouvelles audiences sur le crime. La commission sénatoriale sur les rackets dans le secteur du travail enquêtait sur la corruption des syndicats par la mafia. Robert Kennedy, en tant que conseiller juridique en chef, s'est fait un nom en interrogeant témoin après témoin sur leurs liens avec la mafia. Did you say that SOB, I'll break his back? Who did you make it about? I don't know. I may have been discussing somebody in a figure of speech. Well, who did you make the statement? Whose back were you going to break? I don't even remember it. Well, whose back were you going to break, Mr. Hoffa? Figure of his speech, I don't even know what I was talking about, and I don't know what you're talking about. Le 9 juin 1959, le témoin était Sam Giancana. You tell us whether if you have opposition from anybody that you dispose of them by having them stuffed in a trunk. Is that what you do, Mr. Giancana? Giancana refusait de répondre aux questions de Kennedy en invoquant ce que l'on appelle en Amérique le 5e amendement. Lorsque vous invoquez le 5e amendement, vous dites essentiellement « Je refuse respectueusement de répondre au motif que ma réponse pourrait tendre à m'incriminer. Et personne ne peut vous en vouloir pour cela. » Et Sam Giancana a invoqué ses droits en vertu du 5e amendement plus de 30 fois. Le conseiller juridique en chef, Robert Kennedy, semblait frustré et provoquait le gangster. Will you tell us anything about any of your operations, or you just giggle every time I ask you a question? Declined to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate me. I thought only little girls giggled, Mr. Giancana. Les théâtrales de Bobby Kennedy visaient peut-être à faire exploser la fameusement courte mèche de Giancana, mais il n'a jamais réussi à le faire. Giancana, imperturbable, n'a jamais cédé. En persistant dans ses questions, Kennedy espérait sans doute pousser Giancana à la colère, mais Giancana n'a montré aucune émotion et a maintenu son silence, laissant Kennedy se débattre avec sa frustration. Cette confrontation est devenue emblématique des efforts de Robert Kennedy pour lutter contre le crime organisé, illustrant à la fois la ténacité de Kennedy et l'énigmatique sang-froid de Giancana. Le premier round de cette longue et amère querelle a été remporté par Sam Giancana. Kennedy n'a rien pu obtenir contre lui. Et il y avait une raison pour laquelle le boss de Chicago se sentait intouchable. Il était bien connecté avec les Kennedy. Le grand frère de Robert, le sénateur John F. Kennedy, avait mis le cap sur la Maison-Blanche.
mais rien que pour devenir le candidat présidentiel démocrate, c'était une bataille. Un catholique irlandais de Boston ne pouvait être élu dans des États résolument protestants des années 60 en Amérique, comme le Wisconsin et la Virginie occidentale. La riche famille Kennedy devait acheter du soutien dans ces élections primaires clés. Ils se sont donc tournés vers un ami influent de la famille pour obtenir de l'aide, et c'était Frank Sinatra. Sinatra était un ami de la famille Kennedy, et en particulier de Jack Kennedy. Frank, à son tour, avait un ami et partenaire d'affaires qui savait tout sur la façon d'obtenir ce qu'il voulait en politique, et cet ami est bel et bien le fameux Sam Giancana. Il y a toutes les raisons de croire qu'il y avait de l'argent de la mafia dans l'élection de Virginie occidentale. La personne qui gérait l'argent était Frank Sinatra. Avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, Giancana a envoyé l'un de ses hommes pour disperser $50 000 dans toute la Virginie occidentale. Il a amadoué les politiciens locaux avec de nouveaux meubles de bureau et a payé les propriétaires de bars pour que la chanson de campagne de Sinatra et Hopes passe en boucle sur les jukebox de tout l'État. Kennedy est devenu le candidat démocrate à la présidence. Mais un défi encore plus grand l'attendait. En novembre 1960, John Kennedy a affronté le ex-vice-président Richard Nixon dans la course à la Maison-Blanche. L'élection était trop serrée pour être appelée. Les experts disaient que celui qui gagnerait l'État de l'Illinois remporterait la présidence. Et la clé de l'Illinois était le territoire de Sam Giancana, Chicago. Pour gagner dans l'Illinois, les Kennedy avaient besoin du soutien de Giancana. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Giancana aurait utilisé ses influences pour truquer les résultats de l'élection à Chicago en faveur de Kennedy, assurant ainsi sa victoire dans l'État crucial. L'organisation de Giancana à Chicago savait parfaitement comment manipuler les votes dans leur ville. Il le faisait depuis des générations. Dans cette ville, aucune entreprise criminelle ne peut fonctionner avant d'avoir les politiciens dans leur poche. Une ruse consistait à envoyer des dizaines de personnes de circonscription en circonscription, votant illégalement dans chacune. Un autre tour bien rodé était le vote fantôme, en se faisant passer pour des résidents décédés de la circonscription. Les syndicats contrôlés par la mafia étaient sollicités pour voter massivement pour Kennedy. Il y avait même des allégations selon lesquelles les hommes de main de Giancana intimidaient les électeurs au bureau de vote. En écoutant la radio, il était évident qu'il y avait un vol en cours. Depuis 1916, le résultat de l'élection présidentielle n'avait pas été aussi serré. Kennedy a battu Nixon avec seulement 0,1% d'avance. Un peu après midi, le jour suivant l'élection, le sénateur Kennedy a reçu un télégramme du vice-président le félicitant pour sa victoire. Grâce à ses efforts controversés, John F. Kennedy a remporté l'élection présidentielle de 1960, devenant le 35e président des États-Unis. Mais cette victoire n'était pas sans coup, car elle liait les Kennedy à la mafia de manière indélébile, préparant le terrain pour des conflits futurs entre le gouvernement et le crime organisé. Sam Giancana n'a pas tardé à affirmer que c'était lui qui avait élu Kennedy à la Maison-Blanche. Bien que la plupart contestent cela, Giancana s'attendait certainement à un retour d'ascenseur. Il pouvait légitimement penser qu'il avait fait son travail, qu'il avait influencé le résultat, et qu'il pouvait s'attendre à un retour. Giancana s'attendait à ce que la nouvelle administration Kennedy remplace Bobby. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Le nouveau président John F. Kennedy a nommé son frère Bobby au poste de procureur général. Loin d'être juste un autre avocat, en tant que procureur général, le fanatique chasseur de mafieux Robert Kennedy était désormais le principal agent de la loi du pays. Ce fut un choc pour Giancana et son organisation à Chicago. La dernière chose à laquelle il s'attendait était que Robert Kennedy devienne procureur général. N'importe qui sauf Robert Kennedy. Cela a été une surprise. Bobby Kennedy, désormais à la tête du département de la justice et du FBI, déclara la guerre à la mafia. Giancana maudit à la vue du procureur général et bouillonnait à la simple mention du nom Kennedy. Pour lui, la guerre de Bobby Kennedy contre le crime organisé était une trahison. Mais alors que le département de la justice partait en guerre, Sam Giancana tomba amoureux avec Phyllis McGuire. Elle était la chanteuse principale du trio vedette, les McGuire Sisters. Elle était une grande star d'une beauté éblouissante, et il adorait être vu avec elle à son bras. Giancana commença à la couvrir de cadeaux, des fourrures, des voitures et des bijoux. L'argent lui avait toujours permis d'avoir les plus belles escorts, mais cette fois, c'était différent. Il commença à négliger ses affaires à Chicago pour suivre Phyllis dans ses spectacles à travers les États-Unis. Il l'accompagna même lors d'une tournée européenne de 2 semaines.
Le dur patron de la mafia avait une faille dans son armure, un point faible que le gouvernement utiliserait plus tard pour l'abattre. Tandis que Giancana vivait sa romance avec Phyllis, le procureur général Bobby Kennedy travaillait dur pour réformer radicalement le département de la justice. Il était extrêmement déterminé. Aux 10 agents du FBI affectés à Chicago, Kennedy en ajouta 60 de plus. Giancana les appelait les G-Men, ou simplement les G. Au début, il ne s'en préoccupait pas, les considérant comme des Boy Scouts. Jusqu'à présent, leur bilan contre le crime organisé n'avait pas été bon. Mais Kennedy changeait les règles du jeu. Les agents du FBI qui descendaient sur Giancana étaient d'une nouvelle espèce. Ils étaient tous des hommes bien soignés, diplômés d'université. Beaucoup étaient des avocats. Avant tout, le plus gros problème pour Sam Giancana était que ces hommes du gouvernement avaient un engagement fanatique envers leur incorruptibilité. Contrairement aux autres forces de l'ordre de Chicago, Giancana ne pouvait pas les acheter. Robert Kennedy augmentait également le nombre d'avocats dans la section du crime organisé et du racket du département de la justice, passant de 17 à 63. Il reconstruisit toute l'opération. Le procureur général finança bien sa nouvelle équipe d'enquêteurs de choc. Son objectif était de faire travailler ensemble toutes les agences gouvernementales comme jamais auparavant pour briser l'emprise du crime organisé. Giancana était maintenant étroitement surveillé par les nouveaux agents du FBI à Chicago. Son quartier général se trouvait à l'arrière du Armory Lounge Bar, restaurant dans la banlieue de Forest Park à Chicago. Malgré la surveillance du FBI, ses affaires privées restaient secrètes derrière des portes closes. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Les G-Men avaient une nouvelle arme qui allait bouleverser le monde de Giancana, la surveillance électronique. Le nombre de micros et d'écoutes téléphoniques du FBI en Amérique explosa, passant de quelques-uns à des centaines. Les agents du FBI Romer et Hill, chargés de surveiller Giancana, furent rapides à cacher un microphone dans son quartier général. Les G-Men entendirent Pozzipo, un vieil associé, se plaindre d'eux à Sam Giancana. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi foutrement difficile. Tu m'avais dit que quand il mettrait son frère là-dedans, on verrait des feux d'artifice, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Il se concentre sur certains individus. » Attends. Tu veux dire le Outfit? Ouais, exactement. Bien qu'officiellement Sam était le patron, il recevait des conseils de la part de figures importantes de la mafia et de l'ancien boss à la retraite, Tony Ocado. Eh bien, nous ne sommes pas là pour essayer de te manipuler. Nous te donnons juste des conseils pratiques, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour essayer de te faire chanter. Les agents du FBI Roma et Hill, dans leur surveillance de Giancana, ont fait de leur mieux pour exploiter son point faible, sa relation avec Phyllis McGuire. Ils ont surveillé de près Sam et Phyllis, très étroitement. Ils ont pris des photos et filmé des vidéos d'eux ensemble quand ils sortaient. Avec des écoutes téléphoniques et des micros, ils les ont également écoutés quand ils restaient chez eux, en enregistrant même leurs conversations dans leur chambre à coucher. La pression d'une telle surveillance étroite a atteint Sam Giancana. Il commença à perdre le contrôle. Il antagonisait les agents et crachait des obscénités. Le boss à la retraite Arcado était préoccupé par le fait que Giancana ferait quelque chose de stupide. Ne les insulte pas ou quoi que ce soit. Ne fais pas attention. Contente-toi de les ignorer. Laisse-les parler. Ils sont juste comme nous. Ils ont un travail à faire. Nous savons quoi faire et nous le faisons. Bobby Kennedy resserrait l'étau. Mais, une agence gouvernementale, la CIA, avait compromis tout son travail en recherchant secrètement l'aide de Giancana. Les conséquences pour l'agence et pour Giancana seraient finalement désastreuses. Giancana et de nombreux autres gangsters avaient autrefois des intérêts commerciaux lucratifs sur l'île de Cuba, à un court saut de Miami. Dans cette Cuba exotique et pauvre, les touristes blancs avec des dollars verts pouvaient vivre comme des rois et perdre de l'argent dans le confort des hôtels casinos appartenant à la mafia. Cuba était une mine d'or pour la mafia. Beaucoup d'argent y était gagné. Beaucoup d'argent dans les casinos, dans les boîtes de nuit. Et Castro à tout prix. Le jour de l'an 1959, les forces rebelles de Fidel Castro ont déferlé sur la Havane. Avec le soutien populaire, elles ont supplanté l'ancien régime favorable à la mafia du président Batista. Castro a rapidement nationalisé les terres et les entreprises américaines, coûtant à la mafia et au gouvernement américain des millions de dollars incalculables. La mafia dirigeait Cuba. Il faisait des ravages sous Batista. Et quand Castro est arrivé, il les a tous expulsés. Il n'était donc pas content de lui. S'il pouvait se débarrasser de Castro, il pourrait revenir. Ce n'était pas seulement la mafia qui voulait voir Castro partir.
La CIA voyait Castro comme un communiste dangereux à la porte de l'Amérique et voulait qu'il soit balayé. Alors, ils se sont tournés vers des mafieux qui avaient de bonnes connexions à Cuba. Ils y avaient opéré pendant des années et étaient assez doués pour tuer des gens. Sur cette base, la CIA a rencontré Giancana et ses associés pour essayer d'organiser un coup de la pègre contre Fidel Castro. Lors d'une réunion clandestine à l'hôtel Fontainebleau à Miami, la CIA voulait une attaque à la manière de Capone, avec Castro abattu en public dans une grêle de balles. Les gangsters de la vie réelle hésitaient, préférant garder les choses propres et discrètes. Giancana a suggéré quelque chose de beaucoup plus subtil, digne de la CIA, en utilisant des pilules pour empoisonner la nourriture et les boissons de Castro. La CIA a suivi son conseil. Mais lorsque l'agence gouvernementale américaine a secrètement commandé un meurtre à des gangsters, elle aurait dû se douter que des ennuis se profilaient à l'horizon. Une fois que vous avez traité avec eux et qu'ils vous ont donné quelque chose, ils ont le droit de demander quelque chose en retour. Et vous ne voulez pas avoir une relation réciproque avec eux. Le manipulateur en chef Giancana a rapidement retourné la situation à son avantage. Au début, il travaille pour la CIA. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve à travailler pour lui. Giancana soupçonnait Phyllis McGuire d'avoir une liaison à Las Vegas avec le comédien vedette Dan Rowan. Il a convaincu son contact à la CIA de planter un microphone dans la chambre d'hôtel de Rowan. Mais l'opération a terriblement mal tourné. Les ingénieurs chargés de l'installation ont été découverts par le personnel de l'hôtel et arrêtés par la police. La CIA craignait que le lien avec la mafia et le complot d'assassinat de Castro ne soit découvert. L'agence ne voulait pas que ces complots soient révélés au public. Et il craignait à mort toute enquête publique sur Giancana. Pour éviter un procès public, Sheffield Edwards, un directeur de la sécurité de la CIA, a dû avouer dans un mémo au FBI toute cette affaire sordide. Un jour, tout cela reviendrait hanter à la fois la CIA et Sam Giancana. Les agents du FBI Romer et Rutland, observant et subissant des abus verbaux de la part de Giancana à Chicago, ont maintenant exercé une pression encore plus forte sur le chef du gang accablé. Déterminés à le pousser à bout, les agents ont mis en œuvre ce qu'ils appelaient une surveillance synchronisée. Chaque jour, 24 heures sur 24, ils étaient avec lui, le suivant en voiture. Quand il descendait, il descendait. Quand il marchait à quelques mètres de lui. Ils l'ont suivi lors de sa partie de golf, précipitant son jeu, hurlant depuis le bord. Il jouait au golf, ils étaient derrière lui. Ils l'ont même suivi dans les restaurants. S'il allait aux toilettes, un agent y allait aussi et se tenait au urinoir suivant. Ce qui rendait difficile pour lui de faire ce qu'il était venu faire là-bas. C'était du harcèlement pur et simple. Il n'obtenait rien de tout ça. Romer et Rutland avaient raison sur un point. Cela rendait Giancana fou. Un enregistrement de surveillance électronique réalisé en juin 1963 révèle que ses associés de la mafia pensaient qu'il devenait dangereusement irrationnel. Ce foutu Giancana. Attends de voir ce qu'il a fait maintenant. Il ne prend pas de bonnes décisions. Quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Charlie McCarthy a dit à Romer que Mo lui a dit de dire à Kennedy de lui parler par l'intermédiaire de Sinatra. Pour l'amour du ciel. C'est une règle cardinale. Tu ne balances pas un mec honnête. Il a vraiment dit à Romer que Sinatra était notre homme auprès de Kennedy? Ouais, je suis tellement en colère que je pourrais sauter par ta fenêtre. On doit faire quelque chose à ce sujet. Ce Bobby rend cet homme fou. Giancana, enragé, a réagi d'une manière que la mafia ne comprendrait jamais. Il a poursuivi le FBI en justice, affirmant que leur opération en rang serré violait ses droits civils. L'avocat de Giancana a engagé une équipe de tournage pour filmer le fonctionnement du FBI en rang serré. Dans une salle d'audience sombre, le juge a également vu le mode de vie respectable de Giancana, jouant une partie de golf, allant à l'église et visitant la tombe de son père. Une injonction contre la surveillance en rang serré a été accordée. Les agents du FBI devraient garder leur distance. Sam Giancana avait pour le moment battu le FBI. La victoire de Giancana s'est rapidement évaporée. Et, pour échapper à la surveillance continue, lui et Phyllis sont partis en vacances chez Sinatra à Palm Beach, puis à Las Vegas. Pendant ce temps, le FBI enregistrait des conversations inquiétantes de gangsters. Pour Kennedy, un gars devrait prendre un couteau, le poignarder et tuer ce connard. Je le pense vraiment, quelqu'un doit se débarrasser de cet homme. La guerre des Kennedy contre le crime organisé alimentait une humeur sombre parmi les gangsters à travers les États-Unis. Quelques mois plus tard, le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy a été assassiné lors d'une parade en voiture à Dallas. Le meurtre a engendré une vague de théories du complot sur ceux qui pourraient en être responsables. Il y avait toujours une forte rumeur selon laquelle la mafia avait quelque chose à voir avec l'assassinat de John Kennedy.
Les rumeurs d'implication de la mafia ont été alimentées lorsque l'on a découvert que l'homme qui avait abattu l'assassin de Kennedy, Lee Harvey Oswald, était Jack Ruby, un homme de main de la mafia. Et il n'est pas passé inaperçu que Sam Giancana avait parfois sollicité l'aide de Ruby. La mort du président Kennedy a effectivement donné à la mafia ce qu'elle voulait. L'immobilisation de son frère qui s'attaquait aux gangs. Dans l'année qui a suivi, le nouveau président a nommé un autre procureur général, et Robert Kennedy était parti. Giancana pensait que la pression était retombée, mais Bobby Kennedy avait reconstruit le ministère de la Justice pour écraser le crime organisé. Même sans lui, la machine continuait de fonctionner. De manière cruciale, Kennedy avait inspiré toute une génération de juristes enquêteurs qui ne renonceraient pas à la lutte. L'un des garçons de Bobby était un jeune avocat au sein de l'équipe d'intervention du ministère de la Justice, David Shippers. Il y avait toujours ce même Giancana qui planait dans l'air, ce gars que personne ne semblait pouvoir toucher. Le problème de Shippers était un manque de preuves solides. Les années de surveillance électronique de l'agent du FBI avaient placé Giancana au centre de l'extorsion, du jeu illégal et du meurtre. Mais comme les écoutes avaient été installées en vertu du privilège présidentiel et non par un mandat judiciaire, les milliers d'heures d'enregistrement compromettants n'étaient pas recevables comme preuve devant un tribunal. Mais déterminé à mettre Giancana derrière les barreaux, Shippers a méticuleusement construit un piège juridique astucieux. Premièrement, pour interroger Giancana sur sa carrière criminelle, Shippers a réveillé le pouvoir dormant d'un grand jury d'enquête. Deuxièmement, Shippers devait empêcher Giancana de se cacher derrière le 5e amendement en éliminant toute possibilité qu'il puisse s'incriminer lui-même. Si ce que vous dites ne peut jamais être utilisé contre vous, alors le 5e amendement ne s'applique pas. C'est là qu'intervient l'utilisation de l'immunité. Accorder l'immunité de poursuite à un grand chef de la mafia était une mesure audacieuse et difficile à vendre au supérieur de Shippers, le procureur des États-Unis. Enfin, le piège était prêt. Mais Giancana mordrait-il à l'hameçon? En décembre 1964, l'enquête du grand jury fédéral a commencé. Pour affaiblir Giancana, Shippers a convoqué ses associés de la mafia pour les interroger en secret. Giancana craignait qu'il ne balance tout, mais il n'en était pas sûr. Puis, pour jouer encore plus sur la paranoïa croissante de Giancana, Shippers a exploité son point faible. Il a assigné Phyllis McGuire à comparaître. Ils vont la faire comparaître devant le grand jury. Elle va simplement répondre à quelques questions. Et les questions auraient essentiellement porté sur son association. Elle était la clé de toute cette affaire. Phyllis semblait ébranlée par l'expérience. Que ce soit parce qu'elle a réellement témoigné, ou qu'elle a invoqué son droit de ne pas témoigner contre elle-même garanti par le 5e amendement et refusé de répondre, cela reste secret. Mais la simple pensée que Phyllis leur avait révélé quoi que ce soit a rendu le paranoïaque Giancana fou furieux. David Shippers a convoqué Giancana immédiatement après Phyllis et s'est assuré de renforcer les craintes de Sam lorsqu'ils se sont rencontrés juste avant de l'interroger. Le parrain de Chicago pensait connaître les règles du jeu. Il invoquerait le 5e amendement à chaque question et rentrerait chez lui comme d'habitude. Mais il ne réalisait pas que David Shippers avait changé les règles. Le juge lui a dit « Monsieur Giancana, si vous avez reçu une contravention en venant ici aujourd'hui, personne ne peut vous toucher. Vous bénéficiez de l'immunité contre toute poursuite pour tout crime à partir de ce moment. » L'immunité a effectivement privé Giancana de la protection du 5e amendement. Et c'est à ce moment-là que ça l'a vraiment frappé quand le juge lui a dit qu'il était immunisé et qu'il devait parler. Il a reçu l'ordre de témoigner. Giancana n'avait pas le choix. S'il parlait et mentait, il se parjurerait certainement. S'il parlait et disait la vérité, la mafia le tuerait. Giancana a donné son nom et son adresse, a invoqué le 5e amendement, et le piège s'est refermé. Sam Giancana, patron de l'organisation criminelle de Chicago, en refusant de répondre aux questions, a été déclaré coupable d'outrage au tribunal et directement envoyé en prison. Sam Giancana était totalement sous le choc. Il était déstabilisé. Il ne pouvait pas comprendre comment cela avait pu arriver. C'était une victoire pour le gouvernement d'une certaine manière, puisque c'était la première fois en plus de 20 ans qu'il était emprisonné. Mais était-ce vraiment une si grande victoire? Giancana ne pouvait être maintenu en prison que jusqu'à ce que le grand jury se dissolve 1 an plus tard. La nuit où Giancana a été libéré, en mai 1966, il y a eu une fête chez lui à Oak Park. Mais les hauts gradés de la mafia n'avaient rien à célébrer. La vieille garde de l'organisation a décidé que le profil médiatique élevé et le tempérament volatile de Mo Giancana nuisaient aux affaires. Ils ont offert à l'FBI une victoire tardive en dépouillant Sam Giancana de son rang de patron et en l'expulsant de Chicago pour de bon. Giancana a quitté les États-Unis pour vivre à Cuernavaca, au Mexique. Au fil des années, il s'est construit une nouvelle vie. Au milieu des années 60, alors que la NASA se préparait à envoyer un homme sur la Lune,
Giancana a lancé une opération de jeu d'argent sur des paquebots dans les Caraïbes. Tandis que les États-Unis se déchiraient à cause de la guerre du Vietnam, les ambitions internationales de Giancana ont connu le succès au Guatemala et avec le Shah d'Iran. En 1968, son ancien adversaire Robert Kennedy s'est porté candidat à la présidence. Mais, sur la voie de la campagne, il a été abattu et tué. Et bien que les années 70 aient vu un Giancana vieillissant subir une chirurgie abdominale, il a mené une vie tranquille et prospère. Puis, soudainement, un sombre épisode de son passé a jeté une ombre glaciale sur Sam Giancana. En janvier 1975, une commission sénatoriale d'enquête a commencé à examiner les opérations illégales de la CIA, en particulier l'implication de la CIA dans des projets d'assassinat de Castro. Et ces conclusions allaient choquer le président de la commission, le sénateur Church. La commission était très intéressée d'entendre tout mafieux consulté par la CIA dans leur complot d'assassinat de Castro. Bien qu'il se cache au Mexique, Giancana avait été extrait de sa cachette et se retrouvait soudainement rapatrié de force aux États-Unis. Giancana, why did you have to leave Mexico, sir? Why? I don't know. Mr. Giancana, what are your future plans? Les projets d'avenir de l'ancien patron, Giancana, étaient de rétablir sa part des opérations de l'organisation criminelle de Chicago. Une fois arrivé à Chicago, il a annoncé à toute l'organisation qu'il était de retour. Mais une nouvelle génération dirigeait l'organisation criminelle de Chicago. Il n'avait pas de place pour le vieillissant Giancana. Mis hors course à Chicago, Giancana a reçu une assignation à comparaître devant la commission sénatoriale à Washington, le 24 juin 1975. Mais Sam Giancana n'y est jamais arrivé. Le 19 juin 1975, 4 jours après avoir fêté son 67e anniversaire, Sam Giancana était chez lui à Oak Park, Chicago. Il était en train de cuisiner dans la cuisine de son sous-sol. Ses problèmes de santé l'empêchaient de manger des aliments épicés. Il semble donc que les saucisses et les poivrons étaient un encas de fin de soirée pour un ami. Un ami que Giancana aimait et en qui il avait confiance. Un ami proche. La façon dont il a été tué montre que la pègre ne lui faisait plus confiance pour garder le silence. Il a été abattu dans la bouche, de sorte que l'on puisse en déduire que quelqu'un laissait un message. C'était assez intéressant qu'une personne aussi puissante soit tuée. Il a donc dû y avoir une décision majeure parmi les chefs de la mafia. La carrière extraordinaire de Sam Giancana a duré plus de 50 ans, couvrant l'apogée du crime organisé aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi Giancana, les stars du show business ont commencé à fuir toute connexion avec la mafia. L'image glamour des gangsters s'est ternie. Les gens ont réalisé qu'ils n'étaient que des tueurs. Jamais plus un parrain de la mafia ne serait aussi étroitement associé aux brillantes stars du show business ou à la sombre face cachée de la politique.